Dimanche 15 décembre, bonjour à tous, bienvenue sur RTI 1, bienvenue dans votre journal. Le président Alassane Ouattara est arrivé hier à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, pour prendre part ce dimanche aux travaux de la 66e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Un sommet qui a pour ordre du jour la situation sociale, économique, monétaire et sécuritaire de la zone ouest africaine. La loi sur l'hygiène publique votée en 2023 entre bientôt en application. Les acteurs y ont réfléchi. Ils ont réfléchi à tous les contours récemment à Jacquesville. Le respect de l'environnement, la salubrité, la propreté de l'espace public ainsi que les amendes et condamnations en cas de violation étaient au centre de l'atelier. Ce dimanche, Paul Kagame et Félix Tshisekedi, les présidents rwandais et congolais se retrouvent pour un sommet tripartite à Luanda sous l'égide du médiateur angolais, le président João Lourenço. C'est une rencontre décisive dont l'objectif affiché est la signature d'un accord de paix. Le 66e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se tient ce dimanche à Abuja au Nigeria. De nombreux dossiers sont à l'ordre du jour, notamment la sortie annoncée de l'organisation du Mali, du Niger et du Burkina Faso, prévue désormais, réunis donc au sein d'une alliance des États du Sahel. Les trois pays maintiennent plus que jamais leur position malgré les tentatives de médiation. Le président Alassane Ouattara, vous le voyez en image, est arrivé hier à Abuja. Il prend part aux travaux ce dimanche et ces images nous sont rapportées par Herman Guivet. Mahama Traoré est également sur place à Abuja. Lui s'est intéressé à la réunion des ministres des États membres qui se tient en marge de la conférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement. Une séance de travail qui avait pour objet d'analyser les dossiers du moment, des dossiers comme la libre circulation des biens et des personnes et les questions de paix et de sécurité dans l'espace sous-régional. Malgré le contexte économique mondial difficile, la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, reste déterminée à faire avancer le programme d'intégration et de développement au niveau sous-régional. Relever un tel défi a été largement examiné lors des 48 heures de débat qu'a duré la 93e session du Conseil des ministres de l'institution à Abuja au Nigeria. Pour y parvenir, les ministres des États membres ont évoqué les questions liées à la migration, aux politiques économiques et aux réformes institutionnelles, non sans oublier la recherche de solutions aux menaces de paix, de sécurité et à la stabilité des États. Réputée pour être l'une des zones économiques les plus dynamiques du continent, la CEDEAO connaît cependant un faible taux de commerce intra-régional, oscillant entre 12 et 13%. Les ministres ont alors planché sur la nécessité de lever les barrières non tarifaires et de promouvoir un code des investissements plus attrayant. Nous avons pu prendre des décisions qui impacteront positivement des millions de vies dans notre région. L'engagement que vous avez accordé à l'analyse de ces différents thèmes est exemplaire. Mes remerciements vont également à l'endroit de la commission de la CEDEAO qui a fourni les informations nécessaires ainsi que le matériel et tout ce dont nous avions besoin pour le succès de cette réunion. Rien n'a filtré sur le contenu des décisions arrêtées à l'issue du conclave des ministres. Des mesures dont l'application reste soumise au préalable de l'approbation de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. L'instance suprême de l'organisation sous-régionale se réunira d'ailleurs en sommet ce dimanche à Abuja. C'était le compte rendu de nos envoyés spéciaux Mahama Traoré et Ambroise Asséman. Le vice-président de la République, lui, est rentré hier samedi à Abidjan. Atiem Okomelie Koné était à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis où il a pris part à la World Policy Conference. Cette organisation indépendante qui réunit chaque année des décideurs, des chercheurs et des leaders d'opinion de haut niveau des 5 continents pour réfléchir sur la manière de contribuer à améliorer la gouvernance mondiale dans tous ses aspects. Le vice-président y représentait le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour l'occasion. Le gouvernement ivoirien projette une réduction de 50% du nombre de tués et de blessés dans les accidents
de la circulation d'ici à 2030. Face à la recrudescence des accidents graves de la route, l'Assemblée nationale a adopté une loi sur l'annulation des permis de conduire. Les résultats des mesures prises par le gouvernement en matière de lutte contre l'incivisme routier portent des fruits, à en croire les chiffres qui connaissent une baisse au niveau du nombre de blessés et de tués. Ce dimanche, nous allons revenir sur tout ce qui est mis en œuvre par le gouvernement pour atteindre ces objectifs, tout ce qui est mis en œuvre en termes de mesures. C'est ce que le directeur général des transports terrestres et de la circulation viendra nous dire. Omar Sako est notre invité du magazine du dimanche. Bonjour, M. Sako. Bonjour, Hamza. Bienvenue sur notre plateau. Je vais très bien. Alors, dites-nous, nous sommes en décembre, les fêtes approchent, des mesures particulières sont prises? Absolument, nous sommes en fin d'année. C'est une période qui est propice au déplacement et donc le gouvernement prend des mesures. Les institutions telles que la police nationale prennent des mesures pour renforcer le contrôle de sorte à pouvoir préserver des vies. D'accord. Dans une demi-heure. Une demi-heure, vous allez nous parler de toutes ces mesures-là plus en profondeur. À tout à l'heure, monsieur le directeur général. 429 étudiants de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire viennent d'être diplômés en licence et master. C'est la promotion Robert Mambé-Begré. Et le Premier ministre, qui était présent à la cérémonie de sortie de la promotion, a tenu à saluer les efforts de ses filleuls. C'était au micro RTI 1 de Marie-Chantal Akandan et Ulrika Dongo. Parmi les majors de la promotion Robert Begré-Mambé, diplômé de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, UMESI, ces étudiants incarnent l'excellence et la quête d'un avenir prometteur. Major, j'honore mes parents. Le mot que j'ai à donner à mes amis, c'est de persévérer dans le travail, de bosser, de ne jamais se décourager, car seul le travail paye. 2 années de master couronnées avec une moyenne de 14 sur 20. Et je suis sorti major de ma promotion. Je projette m'engager dans une carrière d'avocat et puis de journalisme aussi. Lors de cette 5e édition de remise de diplômes, 429 lauréats ont reçu leur parchemin au cours d'une cérémonie qui a mis en lumière la qualité de l'enseignement supérieur. Monsieur le Premier ministre est un modèle pour la jeunesse. Il est bon de décerner des diplômes, mais le plus dur commence maintenant. Il faut que ces filles-là, ces jeunes diplômés, puissent être prêts parce que nous voulons le meilleur pour nos étudiants. Classée 3e université de Côte d'Ivoire, l'UMESI continue d'affirmer son rôle central dans la formation des élites. Parrain de la promotion, le chef du gouvernement a souligné l'importance d'une formation de qualité pour bâtir les leaders de demain. La victoire se prépare longtemps dans l'enfance pour éclater quand on a la majorité. Il faut être toujours éveillé. Il faut être persévérant. Ayons, vous et moi, l'esprit de sacrifice et de travailler très fort pour que demain, vous soyez parmi les meilleurs. Le diplôme est un couronnement. Mais malheureusement, chers filleul, le diplôme qui est un couronnement constitue aussi un recommencement. Parce que demain, quand vous serez dans une entreprise ou dans une administration, la meilleure façon d'exprimer votre capacité à maîtriser votre diplôme, c'est le travail de qualité que vous allez produire vis-à-vis de vos chefs. Acceptez simplement de repartir sur de nouvelles bases pour vous dire, maintenant commence une autre école, l'école de la vie. Le Premier ministre a réaffirmé l'engagement national en faveur de l'éducation comme levier stratégique de développement. Bientôt, un forum import-export sera organisé en Côte d'Ivoire. Ce sera en 2025 exactement. Et la Côte d'Ivoire, justement, prépare l'événement. Ce forum import-export sera une plateforme d'échange qui permettra aux entreprises de bénéficier d'opportunités réelles d'affaires. On en sait plus avec Souleymane Donisongo. En vue de développer des partenariats concrets et durables et conquérir les marchés africains et internationaux, les entreprises ivoiriennes sont à la manœuvre. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, à travers sa Direction générale du commerce extérieur, décide d'organiser un forum import-export. Pour réussir la première édition de ce rendez-vous prévu
Pour l'année 2025, les acteurs du secteur sont en conclave. Les objectifs du forum, c'est de promouvoir nos exportations et diversifier ces exportations, à faire connaître nos produits et pouvoir présenter nos potentialités économiques et pouvoir avoir des investisseurs en Côte d'Ivoire. Ce forum qui ambitionne être l'événement majeur du calendrier des entreprises et exportateurs ivoiriens sera organisé une année sur 2 en Côte d'Ivoire et mettra un pays à l'honneur. Le ministère de l'Économie et des Finances lance la campagne de renforcement des capacités des femmes entrepreneurs en éducation financière et à l'utilisation des services financiers numériques. L'objectif, c'est le renforcement de capacités d'au moins 1 millier de ces femmes. Plus de détails avec Dangui Dangui. Bien que réputées entrepreneurs, les femmes africaines, notamment ivoiriennes, n'arrivent pas souvent à développer leurs activités faute d'éducation financière. En Afrique aujourd'hui, on connaît une histoire de famille, la famille qui élargie, qui demande de l'aide par-ci par-là. Et souvent, on a tendance à plonger dans le peu qu'on a pour soutenir. Or, pour pouvoir évoluer, je pense qu'il faut savoir serrer souvent la ceinture pour y arriver. Le taux d'inclusion financière des femmes en Côte d'Ivoire a connu une faible progression, passant de 36% en 2017 à 37% en 2021, tandis qu'une évolution significative a été réalisée chez les hommes, passant de 47% à 64% sur la même période. C'est à partir de ce constat que le ministère de l'Économie et des Finances et ses partenaires, notamment African Women Initiative Foundation, ont lancé la campagne de renforcement des capacités des femmes entrepreneurs en éducation financière et à l'utilisation des services financiers numériques. Nous avons décidé de vraiment renforcer les capacités pour leur permettre de maîtriser ces outils digitaux et puis aussi aller vers la formalisation pour qu'elles puissent avoir accès au financement. Parce que leur souci majeur, c'est vraiment l'accès au financement. Du 16 au 20 décembre prochain, les experts du ministère des Finances et de African Women Initiative Foundation vont sillonner plusieurs communes d'Abidjan, notamment Yopougon et Abobo. Entre autres objectifs, toucher au moins 1 millier de femmes dans le cadre de cette campagne de renforcement des capacités des femmes entrepreneurs en éducation financière et à l'utilisation des services financiers numériques. On en vient maintenant à cette cérémonie organisée cette semaine au Collège moderne d'An-Haut Paulin-Claude d'Atiekoubé. Il s'est agi d'accueillir les nouveaux élèves de la 6e au titre de l'année scolaire 2024-2025 et surtout les sensibiliser à s'investir pleinement dans les parcours scolaires pour être des acteurs de l'excellence. Ange Parfait Awa, Grâce Kando. Le collège moderne d'An-Haut Paulin-Claude d'Atiekoubé, cité Fermont, accueille pour cette rentrée scolaire 2024-2025 396 nouveaux élèves affectés en 6e. Ces nouveaux venus ont été entretenus autour du thème « Croire en ses capacités pour bâtir un avenir brillant ». L'accompagnement éclairé du maire d'An-Haut Paulin-Claude a su répondre efficacement à nos besoins en infrastructures, en équipement, en personnel, renforçant ainsi les conditions d'apprentissage de nos élèves de sorte à faire de nous des citoyens responsables pour une école de qualité. Parrain de la cérémonie, le député maire de la commune d'Atiekoubé, Paulin-Claude d'An-Haut, a traduit sa gratitude aux parents d'élèves et au corps enseignant. Parents, nous devons nous préoccuper de ce qu'ils font le matin, de ce qu'ils font à midi et de ce qu'ils font le soir. Nous ne devons pas abandonner les enfants entre les mains des autres. Les élèves, suivez les traces de vos enseignants. Suivez le parcours indiqué par vos parents et faites en sorte qu'en croyant en vos capacités, vous puissiez construire un avenir radieux pour vous-même, mais un avenir radieux pour Atiekoubé et pourquoi pas demain, un avenir radieux pour la Côte d'Ivoire. Le conseil municipal d'Atiekoubé compte s'investir dans l'éducation des élèves de la commune afin d'enregistrer de meilleurs résultats en fin d'année scolaire.
Et le niveau des langues de nos élèves est aujourd'hui une préoccupation nationale. Il est devenu urgent de prendre des mesures pour inverser cette tendance. L'Association des professeurs de français de Côte d'Ivoire a donc décidé de jouer sa partition. L'APFC mobilise les enseignants de la langue française autour des défis liés à la pédagogie. Les précisions de Jean-Marc Djadji avec la collaboration technique de Joël Gomez. Les membres de l'Association des professeurs de français de Côte d'Ivoire, APFC, sont en réflexion. Ils se mobilisent pour les valeurs fondamentales de leur fêtière. Harmoniser les méthodes pédagogiques afin de contribuer à l'amélioration des taux de réussite des élèves est la priorité. Les professeurs de français, les amateurs de lettres, des étudiants de l'ENS, École normale supérieure et du Centre d'aptitude et de formation pédagogique CAFOP d'Abidjan, ont participé à cette conférence débat de l'Association des professeurs de français de Côte d'Ivoire. Nous sommes le 15 décembre, plus que quelques jours avant les fêtes de fin d'année, mais on s'y croirait déjà. La ville s'anime, les maquis et autres espaces de joie dans certaines communes jouent bruyamment la musique, des nuisances sonores dénoncées par les populations. Nos reporters ont rencontré quelques riverains qui souffrent de la situation, mais également la brigade de l'assainissement, de l'hydraulique et de la salubrité. Chaque week-end, l'atmosphère est le plus souvent festive dans le district autonome d'Abidjan. Les communes de Yopougon et de Cocody ne sommeillent point. Elles s'éveillent au son de la musique générée par les maquis, ces espaces de consommation de boissons très prisés par les Abidjanais. Il est 23h. Nous sommes à Yopougon-Anador. Dans ce maquis, les clients rivalisent d'ardeur au son de musique du terroir assez rythmé. Freddy en est le tenancier depuis 10 ans. L'ambiance et la bonne humeur demeurent son credo. La clientèle de l'espace se sent chez elle. Tous les week-ends, je refuse le monde. Mais curiosité oblige, une chose attire notre attention. Cet espace jouxte des habitations dans le quartier. Pour Freddy, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il ne se plaint pas du tout. Et même il demande que j'agrandisse son espace. Affirmation battue en brèche par des riverains. On n'arrive même plus à dormir dans les chambres. Ce qui est difficile, c'est que le lendemain au travail, c'est compliqué. Parce qu'on est tout le temps fatigué. On a tout le temps sommeil. On a tout le temps mal à la tête. La maquille à côté de la maison, ça gêne. Mais on fait comment? La personne même qui vend là, c'est ton parent. Cap est mis sur le quartier de Riviera à Nono, dans la commune de Cocody. Ici, ces espaces, comme celui-ci, sont régulièrement fréquentés. Ils fonctionnent dans une ambiance à fort décibel. Impossible, selon les riverains, d'avoir une nuitée paisible. C'est vraiment difficile à cause de la musique. Donc ce qu'on suggère, c'est qu'on joue la musique en fond sonore, mais on arrête carrément la musique en semaine. C'est vraiment infernal. Surtout les week-ends, les vendredis et aussi pendant les jours fériés. Les maquis animent, font assez du bruit et jusqu'à des heures tardives. Le décor est le même au plateau de Cuy, secteur Azur. Les riverains n'en peuvent plus de ces bruits. Le volume, on n'arrive pas à dormir. Ça commence du dimanche au dimanche. Vous voyez même que la porte est fermée, tout et tout, parce que le bruit nous fatigue beaucoup. La lutte contre les nuisances sonores, la brigade de l'assainissement, de l'hydraulique et de la salubrité en fait son affaire. À l'approche des fêtes de fin d'année, la brigade mène une guerre farouche contre ces actes d'incivisme. Ici, là, c'est pas fait pour faire une telle activité. Si vous y êtes, il ne faut pas vous faire entendre. Nous avons saisi dans le premier maquis une table de mixage et un amplificateur de son. Et dans le second maquis, nous avons saisi une table de mixage, un amplificateur et un baffle. Ils peuvent récupérer leur appareil moyennant paiement d'une amende, tourne autour de 50 000. L'opération est dirigée par Joseph-Olivier Lognon, chef du service de lutte contre les nuisances sonores. Pour des enfants qui doivent aller à l'école peut-être demain, ils ne pourront pas étudier, c'est sûr. Voilà. Et ça se fait pratiquement tous les jours de la semaine. Alors que les nuisances sonores produisent des effets vraiment très nocifs sur la vie, l'insomnie d'abord, et puis la surdité à la longue. Cette année,
Sur un total de 644 réclamations clients enregistrées pour nuisances sonores, 54% relèvent des débits de boissons. Les communes de Cocody et de Yopougon caracolent en tête du peloton des nuisances sonores à Abidjan, selon la brigade de l'assainissement, de l'hydraulique et de la salubrité. Au vu de ces données, le ministère de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité invite les citoyens à faire preuve de responsabilité et de civisme durant les fêtes de fin d'année. Le reportage de Naomi Mokla, Jean-Marc Djadji et Joël Gomez. C'est un véritable bol d'air frais pour les pensionnaires de la Maison des Bébés. L'ONG Eau Santé vient d'équiper l'institution de machines hydrauliques et d'accessoires servant à purifier l'eau, mais aussi accroître l'approvisionnement du centre en besoins hydrauliques. Gervais Kwasi, Corona Soro de la station régionale RTI Boaké. L'eau, source de vie, peut être un vecteur de maladie si l'on y prend garde. La provenance et le traitement de ce liquide vital requiert une grande attention, surtout quand il s'agit des nourrissons. Les bébés sont les plus vulnérables à la consommation d'eau impropre. Il y a plusieurs dangers auxquels les enfants sont exposés, mais vu leur âge, c'est plus au niveau de la diarrhée. Les maladies d'origine hydrique, les gastro-entériques, la fièvre typhoïde et bien d'autres. Mais pour les nourrissons, cela se manifeste beaucoup plus avec la diarrhée. Le geste de l'ONG Eau Santé, dotant la pouponnière de Boaké Ngatakou de suppresseurs pour permettre à tous les compartiments du centre d'être pourvus en eau, mais aussi des filtres pour débarrasser l'eau qui sort du robinet de toute impurité, est une bouffée d'oxygène. C'est un ouf de soulagement qui parle d'eau de qualité, parle de santé. Et la santé, c'est quelque chose de primordial pour tout enfant. La contribution des personnes physiques ou morales de bonne volonté pour une marche efficiente de la pouponnière de Boaké de Ngatako est toujours attendue, surtout avec les fêtes de fin d'année qui pointent à l'horizon. Je vous le disais au sommaire, la loi sur l'hygiène publique votée en 2023 va bientôt entrer en application. Les acteurs ont réfléchi durant 2 jours à des projets de décrets et d'arrêtés afin de les soumettre au ministère de la Santé. Le respect de l'environnement ainsi que les amendes et condamnations en cas de violation étaient au centre de cet atelier organisé à Jacquesville par l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique. Et c'est Didier Nguessan qui nous y amène. L'Institut national d'hygiène publique travaille à élaborer un projet de décret sur l'hygiène. Il s'agira de définir une réglementation adéquate en matière d'hygiène, notamment ce qui est autorisé et les actes à proscrire, de même que les sanctions qui en découlent. Le Code de l'hygiène et de la salubrité repose sur la loi de 2023. Les esquisses des décrets et arrêtés d'application devraient sortir de ces réflexions pour un cadre juridique plus solide. La mise en place d'un texte juridique cohérent est apparue nécessaire pour soutenir les réformes institutionnelles engagées et à venir. L'amélioration du cadre régissant l'hygiène et la salubrité permet de contribuer à prévenir la propagation des maladies infectieuses et à améliorer la santé de la population. L'environnement insalubre a causé la mort de 12,6 millions de personnes en 2012, selon l'OMS. 23% des cas de décès en Afrique sont attribués à des risques de pollution de diverses natures. Nos plantes doivent être préservées. C'est la mission assignée au Centre de recherche et d'excellence WAVE du pôle scientifique de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Et pour y arriver, le Centre de recherche a décidé de vulgariser les bonnes pratiques agricoles. Davis Oyo était sur place à la conférence de presse pour RTI. Tout comme les humains, les plantes sont aussi vulnérables aux maladies. Du choulen-chout, la maladie du cacao, à la mosaïque, celle du manioc, les bons gestes pour prévenir ces pathologies s'imposent. Un défi que relève le Centre de recherche d'excellence WAVE du pôle scientifique de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Spécialisé dans la recherche sur les maladies des plantes, l'Institut sensibilise et forme divers acteurs, dont les professionnels des médias, afin de mieux informer le public et de promouvoir des pratiques agricoles adaptées. La rencontre est dénommée Journée de la presse avec pour thème des cultures exemptes de maladies pour la sécurité alimentaire et financière en Afrique. Si nous faisons garde, on risque de ne plus avoir du manioc pour faire notre attiqué à cause de ces menaces. La maladie de la strie brune qui est en train de venir de l'Afrique de l'Est, qui est en seulement l'Afrique centrale, et la
le variant ougandais de la maladie de la mosaïque africaine du manioc que nous venons d'identifier en Guinée, qui est en train déjà de faire un mouvement vers la Sierra Leone. Il faut que l'information soit véhiculée, il faut que les gens ne soient pas ignorants, il faut qu'ils sachent. Et cela passe par quoi? La sensibilisation, la communication. Créé en 2015, le Centre de recherche d'excellence mène des actions dans 10 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. À travers cette recherche, le laboratoire ambitionne être un pilier de la sécurité alimentaire et un modèle d'innovation agricole sur le continent. La compagnie ivoirienne d'électricité se rapproche de plus en plus des populations. Cela manquait, mais c'est chose faite désormais. À Bétier, une nouvelle agence a été ouverte cette semaine. Bétier, c'est dans la région de L'Indénié-Duablin. Notre correspondant Herman Niamien était sur place à l'inauguration. La compagnie ivoirienne d'électricité CIE rapproche ses services des populations du département de Bétier et des localités environnantes. Une agence vient d'être ouverte pour faciliter les opérations aux populations. On payait nos factures avec une de nos tantes et des fois c'était un peu aussi difficile. Quand le temps est arrivé, le délai est arrivé, il fallait forcément aller à Bangourou. Un soulagement parce qu'il y avait auparavant des coupures et il fallait que des personnes de la CIE viennent à Bangourou pour pouvoir régler ça d'abord. Alors que ce pôle-là, c'est un peu comme un soulagement. À l'ouverture de cette agence, le directeur général de la CIE a souligné que cette inauguration s'inscrit dans une stratégie globale visant à offrir un service de qualité et à répondre aux préoccupations des populations avec efficacité. L'État de Côte d'Ivoire a fait un travail d'extension du réseau extrêmement important qui fait qu'aujourd'hui, dans tous les départements, on a un nombre de localités électrifiées très important et donc des clients qui se retrouvent de plus en plus éloignés des sites principaux que nous avons. Nous devons donc nous aligner à cette politique d'électrification en rapprochant nos agences des populations. Cette nouvelle agence marque une étape importante dans l'engagement de la CIE à renforcer sa proximité avec les populations de la région de l'Indénié-Duablin et plus particulièrement celle de Bétier. Cette stratégie est salutaire pour les consommateurs que nous sommes. Elle permet de régler tous les problèmes d'électricité sur place. Et cela nous réjouit en tant qu'élus locaux. Le conseil régional, par ma voix, vous dit merci, monsieur le directeur général. Le conseil vous est reconnaissant pour tous vos efforts constants, malgré les difficultés rencontrées. Le préfet du département de Bétier, Tina Marie Chantal Tou, a exhorté les populations à faire de ce point d'accueil un espace de collaboration et de dialogue avec la CIE. Après la coupure symbolique du ruban, c'est par une visite des locaux que cette cérémonie s'est achevée. Un reportage signé Herman Niamia. Nous sommes dimanche, on va prier, on part donc à l'église, à la paroisse Sainte-Monique de Ngata-Dolikro précisément. Cette paroisse où le tout premier curé vient d'être installé. C'était en présence de notre reporter Kader Sogodogo de la station régionale RTI Boaké. C'est la joie au sein de la communauté chrétienne de Ngata-Dolikro. Nous sommes dans le département de Tébissou. Cette localité célèbre l'érection officielle de sa chapelle en paroisse, la paroisse Sainte-Monique de Ngata-Dolikro. Cette cérémonie marque également l'installation du premier curé. Une double cérémonie présidée par l'évêque du diocèse de Yamoussoukro en présence de plusieurs personnalités. Monseigneur Joseph Kakakou, après avoir émis les clés de l'Église, le livre de la parole de Dieu, et installé l'abbé Jean-Marie Kouakou sur le siège de présidence pour présider l'assemblée liturgique, invite les fidèles catholiques à soutenir leur curé dans sa mission. Vous avez la charge pastorale de toutes les personnes et de toutes les familles de la paroisse qui vous a été confiée. Les fidèles, religieux et laïcs, seront aussi immédiatement associés à votre ministère. Le parrain de la cérémonie, Louis Kouakou Abonoua, président du conseil d'administration de l'Office national de l'eau potable, ONEP et fidèle catholique, salue la communion des fidèles avec le prélat du diocèse de Yamoussoukro. Nous souhaitons que l'Éternel lui-même accompagne, n'est-ce pas, cette belle nation comme il a toujours fait. Le curé de la paroisse Sainte-Monique de Ngata-Dolikro, Jean-Marie Kouakou,
a été nommé en juillet 2024. Des prières pour la paix en Côte d'Ivoire, des chants liturgiques et des offrandes ont meublé cette double cérémonie. On passe à l'actualité internationale. À présent, le rendez-vous était attendu de longue date dans le cadre du processus qui vise à mettre un terme au conflit entre les forces armées congolaises et le mouvement rebelle M23 soutenu par Kigali dans l'est de la RDC. Ce dimanche 15 décembre, Paul Kagame et Félix Tshisekedi, les présidents rwandais et congolais, doivent se retrouver pour un sommet tripartite à Luanda sous l'égide du médiateur angolais, le président João Lourenço. C'est une rencontre donc décisive dont l'objectif affiché est la signature d'un accord de paix. Plus de 60 frappes israéliennes ont visé des sites militaires en quelques heures à travers la Syrie, près d'une semaine après la prise de Damas par une coalition armée qui a renversé Bachar el-Assad. C'est ce qu'a indiqué samedi donc l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Israël poursuit son intensification des frappes aériennes contre le territoire syrien en visant notamment des tunnels sous les montagnes renfermant des entrepôts de missiles balistiques. Ces dernières opérations portant à 446 le nombre total de raids aériens depuis le 8 décembre et la chute du régime de Bachar el-Assad. Sans autre forme de transition, on part tout de suite à la page magazine du dimanche. Notre invité nous a rejoint en plateau, c'est Oumar Sako, le directeur général des transports terrestres et de la circulation. Bonjour, Monsieur Sako. Bonjour, bienvenue encore une fois sur notre plateau. On va y aller pour cet élément vidéo que nous propose Eugène Atoubé. Vendredi 6 décembre 2024, sur l'axe Issa-Daloa, dans le village de Brokwa. Un accident spectaculaire au lourd bilan. 22 morts sur le champ, une trentaine de blessés et 6 décès, parmi les blessés transportés à l'hôpital général d'Issia, suite à l'intervention des éléments du centre de secours d'urgence d'Issia, aidés à la tâche par les populations de Brokwa, au sein desquelles les jeunes ont été d'une importance capitale. Leur solidarité exemplaire a permis de sauver des vies. Quand il y a eu une collision de 2 voitures, ça a pris feu, mais on allait prendre des haches. On a tout cassé, mais à un certain moment, il y a eu du feu. Donc dans le feu là, on ne pouvait rien faire. Le village a été compétent, il y a d'autres qui sont sortis, d'autres ne sont pas sortis. Il n'y a pas longtemps, on mettait 2 heures de temps pour arriver à Daloa sur 41 km. Aujourd'hui, nous sommes contents de voir que la route a été réhabilitée et même malheureusement, les gens en abusent. Une route accidentogène de la vie des usagers. Un paradoxe a priori pour son état actuel. On y circule aisément sur la quasi-totalité de cette route revêtue de nouveaux bitumes. Mais ironie de l'histoire, sa beauté est pour bien de conducteurs une opportunité pour y rouler à tombeau ouvert, au mépris des règles de circulation et du code de la route. Face à ce qui apparaît comme une contrariété au regard des efforts du gouvernement pour doter le pays d'un réseau routier de qualité, le ministre de tutelle tire la sonnette d'alarme et engage les transporteurs à leur responsabilité. Nous pensons que pour continuer à améliorer la sécurité routière, il faudra être une législation beaucoup plus forte sur les pneus, mais il faudra également avoir une vraie réflexion sur la capacité et la qualité des garages mécaniques à réparer convenablement donc les voitures. La qualité du pneumatique, mais plus généralement l'état des véhicules de transport. Des épaves roulantes que l'on trouve surtout parmi les véhicules appelés Badjan, Massa et Vario. Mais alors, pourquoi sont-ils en circulation alors qu'il y a la SICTA, les forces de défense et de sécurité et la police spéciale de la circulation routière pour le contrôle? Simple question. Simple question, Monsieur le directeur général, vous pouvez y répondre? Bon, je pense que la question appelle quand même à réfléchir et puis à passer en revue toutes les actions qui ont été menées. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des véhicules qui ne devraient pas circuler, mais on constate que ces véhicules sont sur la voie et c'est ce que M. le ministre Amadou Kone disait tout à l'heure. Le véhicule ne peut circuler que quand il a une visite technique à jour. Donc, il y a lieu aussi de regarder vers ces opérateurs de visite technique qui octroient des certificats de visite technique et puis de renforcer le contrôle routier, aussi de sensibiliser. Donc je pense qu'il y a toute une chaîne d'actions à mener
Et donc c'est en cours, cette chaîne, vous êtes en train d'y travailler. Absolument. Et je crois que c'est la raison pour laquelle je suis sur votre plateau, qu'on essaie de passer en revue ces questions. Et face à tous ces accidents qu'on déplore malheureusement, Monsieur le Directeur Général, qu'est-ce que vous faites concrètement pour réduire les accidents? Déjà, ce qu'il faut comprendre, j'ai vu que tout à l'heure, à l'entame de votre édition, vous avez mentionné le fait qu'en 2021, l'État de Côte d'Ivoire s'était doté d'une stratégie nationale de sécurité routière. C'est au regard des constats qui ont été faits, je crois, en 2021, on avait atteint un pic quand même de près de 1600 tués sur nos routes. Donc l'État a adopté en juillet 2021 une stratégie nationale de sécurité routière de sorte à pouvoir diminuer le nombre d'accidents et le nombre de tués sur la voie, sur les voies publiques ouvertes à la circulation. Et quel est le bilan de cette stratégie? Aujourd'hui, le bilan qu'on peut dresser, nos chiffres que nous avons aujourd'hui, nous sommes à fin 2024, environ 1000 tués. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on le dit, mais au regard des objectifs qui étaient fixés, puisqu'on avait dit de 2021 à 2025 une baisse de 25%, et de 2025 à 2030 une baisse de 25% encore, de sorte à ce qu'en 2030, on soit à 50%. Mais les chiffres que nous avons aujourd'hui, nous sommes à 60%. Donc ça veut dire que nous avons atteint nos objectifs, on a encore fait mieux, mais toujours est-il qu'une seule personne tuée sur nos voies, c'est quelque chose à interpeller. Et comme votre reportage l'a montré, le paradoxe, c'est que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, il construit des routes de sorte à ce que nous puissions nous déplacer. Malheureusement, ces routes-là, à l'usage des conducteurs qui ne sont pas prudents, se retrouvent à faire des morts. Donc vraiment, c'est un sujet national qui appelle à la réflexion, et c'est sur ces questions que nous travaillons. Les chiffres que vous avancez sont donc à saluer. Vos objectifs de 50% sont atteints et dépassés même avant terme. Est-ce que, Monsieur le Directeur Général, vous pouvez nous dire les éléments clés, les éléments principaux de cette stratégie qui nous ont permis d'atteindre ces objectifs-là? Je pense qu'il y a la sensibilisation. Parce que tout part de la sensibilisation. C'est vrai que l'État s'est doté de textes réglementaires de sorte à pouvoir amener à la sensibilisation, et au cas où les gens n'écoutent pas, il faut aussi faire de la répression. Donc je pense que ce sont ces deux leviers essentiels-là qui ont amené à cette baisse. Et aussi, nous avons, comment on appelle ça, intégré un nouveau système de formation de sorte à ce que le candidat au permis de conduire soit formé convenablement. Ce sont ces actions que nous avons pu mettre sur pied qui ont amené à cette baisse drastique. Il y a plus de chances que des individus restent chez eux et que leur permis les trouve chez eux. En principe, non. En principe. Voilà. D'accord. Les 2 et 3 roues occupent quelle place dans cette stratégie? Les 2 et 3 roues occupent une place prépondérante, malheureusement, parmi les tués. Aujourd'hui, quand on sort les statistiques, sur 100 tués, vous avez 37 qui sont utilisateurs des 2 et 3 roues. À leur endroit, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la sensibilisation. En principe, pour utiliser un engin à 2 ou 3 roues, il faut être détenteur du permis A. En plus, il faut se protéger. Quand vous êtes sur les voies ouvertes à la circulation, un engin de 2 à 3 roues, son usager doit avoir un CAX. Donc, il faut que ces personnes-là prennent conscience de ce que le fait qu'ils soient usagers, qu'elles soient usagers de la voie ouverte à la circulation, elles doivent se protéger, elles doivent avoir le permis, il faut connaître le code de la route, il faut le respecter, il faut se protéger avec le port des CAX. Il faut être aussi à jour de la réglementation, il faut disposer d'une assurance, payer sa vignette. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de les sensibiliser parce que vous convenez avec moi qu'il est difficile pour les agents commis au contrôle routier d'interpeller un usager qui est à moto. C'est difficile. Il essaie de se faufiler et bien souvent... Même si nos agents sont équipés de 2 à 3 roues également, ils peuvent engager une course-poursuite. Monsieur Diaby, on ne va pas faire du rodéo dans la ville. C'est de les sensibiliser, faire en sorte qu'ils prennent conscience de ce que
Bien sûr. Nos motocyclistes, il en existe à peu près 400 000, si je ne m'abuse. 400 000, rien qu'à Abidjan. Rien qu'à Abidjan, sur les chiffres que nous avons, c'est autour de 400 000. Mais c'est trop, c'est pas beaucoup, c'est moyen. Vous autorisez jusqu'à combien à Abidjan? Il n'y a pas un plafond, mais ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas le fait qu'il y ait des motos qui dérangent. Il faut juste que les utilisateurs respectent le code de la route. Parce qu'on ne peut pas renier le fait que... Ils respectent les feux. Comment on appelle ça? La mutation actuelle de notre société, le mode de vie a changé. Aujourd'hui, vous passez plein de commandes en ligne. La transformation digitale a son impact sur ce mode de vie. Donc, quand vous passez les commandes, bien entendu, c'est des livreurs à moto qui vont livrer. Et donc, on ne peut pas interdire les motos, mais il faut réglementer. Il faut que mais il n'y a pas 400 000 livreurs en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Il n'y a pas 400 000 livreurs, mais il y a 400 000 personnes qui sont en moto. Il y a des personnes qui se déplacent en moto. Donc, il y a des poussiers, il y a des livreurs et il y a des personnes qui utilisent la moto comme un moyen de déplacement. D'accord. On revient sur les accidents de la route. Les causes réelles, c'est quoi aujourd'hui? Les causes réelles, la cause principale, 95% des accidents sont du fait de l'homme. 95%. L'imprudence? L'imprudence, l'excès de vitesse. Tout revient à l'homme. Après, vous avez à peu près 3% pour le matériel et puis 2% pour l'état des routes. Et est-ce qu'il y a une catégorie de véhicules qui commettent le plus d'infractions? Sur les statistiques que nous avons aujourd'hui, on a les véhicules légers, c'est-à-dire les véhicules personnels, puisque les véhicules personnels sont les plus nombreux, les véhicules légers commettent le plus d'infractions. Mais ce qu'il faut comprendre, l'infraction d'un véhicule léger, sinon un accident entre deux véhicules légers, naturellement, va entraîner moins de tués qu'un accident avec un autocar ou un véhicule de transport en commun. Donc on a des statistiques aussi qui nous ressortent aujourd'hui. Je crois la semaine à venir, Monsieur le ministre va faire un point là-dessus, où on va vous sortir le top 30 des autocars qui commettent le plus d'infractions sur nos voies. Des véhicules. D'accord. Mais les usagers, on le voit sur les réseaux sociaux, qui se plaignent aussi de l'état des routes, qui disent qu'il y a une multiplication des postes à péage et malheureusement, les routes ne sont pas véritables. Les nouvelles routes qui connaissent des nids de poules à droite et à gauche, parfois c'est colmaté comme ça. Est-ce que vous en avez connaissance? Je pense que... Ils ont pris l'exemple de l'autoroute du Nord, Abidjan-Yamoussoukro. Mais si vous avez constaté ces dernières semaines, le Fonds d'entretien routier a entrepris des travaux sur cette voie-là. Effectivement, la dégradation de nos voies est aussi la conséquence de la surcharge. Et ça, ce sont des questions sur lesquelles on doit vraiment travailler. De sorte la surcharge, les gros camions. Des gros camions. D'accord. Mais il y a les postes à pesage aussi, non? Qui devraient pouvoir régler ce problème. Absolument. Normalement, c'est fait de sorte à ce qu'on puisse faire un contrôle. Quand le camion il est trop chargé, il faut le décharger pour qu'il continue. Ah, mais eux, ils payent des amendes. Ils payent des amendes, c'est vrai, mais payer des amendes, si c'est au détriment de nos voies, à un moment, il va falloir qu'on essaie de voir et puis d'adopter le juste milieu. D'accord. Et pour lutter contre les excès de vitesse, vous avez mis l'accent sur la vidéoverbalisation. La vidéoverbalisation permet à des systèmes informatiques, des caméras, de détecter les infractions sur la voie. Et ça fonctionne très bien sur le grand périmètre d'Abidjan et puis sur les axes interurbains. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de sortir, de voir un peu qui sont ceux qui enfreignent au code. C'est ce que vous appelez le système de transport intelligent. Le système de transport intelligent, pour comprendre simplement, c'est l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans le domaine des transports. Donc il y a les caméras, il y a les feux intelligents, il y a les systèmes de détection d'infractions. Voici un peu ce qu'on appelle le système de transport intelligent. Est-ce que, Monsieur le Directeur Général, est-ce que vous pouvez nous dire les axes sur lesquels, par exemple, les interurbains sur lesquels on peut avoir ces caméras-là? Et à quoi elles servent? Vous avez dit à quoi elles servent exactement? Normalement. Parce qu'elles flashent tout le monde, que tu sois en excès ou pas en excès de vitesse. Parce qu'après, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas que de la vidéo-verbalisation. L'objectif aussi du gouvernement, c'est d'avoir des outils d'aide à la décision. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Monsieur le ministre des Transports, Monsieur Amadou Koné, peut vous dire combien de véhicules circulent sur l'axe Abidjan-Bouaké en moyenne par jour.
Et donc, au regard de ces chiffres-là, on peut orienter nos questions de sensibilisation. S'il y a beaucoup plus d'accidents sur l'axe Abidjan-Abengourou, en ces périodes de contrôle routier, on peut renforcer la présence de nos équipes sur ces axes-là. Donc, c'est vraiment un outil d'aide à la décision. Outre ces caméras, Monsieur le Directeur Général, est-ce que nos conducteurs ne doivent pas aussi bénéficier de formation véritablement? C'est prévu. On demande à toutes les entreprises de transport de faire en sorte que leurs conducteurs puissent avoir ce qu'on appelle le certificat d'aptitude à la conduite. Et donc, ces formations existent. Il faut juste contacter les services du ministère des Transports, notamment l'OSER, que les conducteurs puissent être recyclés et formés. Et parlons de la commission de suspension et de retrait des permis. À quel moment un conducteur, son permis peut lui être retiré? Au regard des infractions qui sont commises, au regard de la gravité, quelqu'un comprend, il passe un test d'alcool au volant. S'il est pris en état d'ivresse, il perd 6 points, il passe devant la commission et son permis peut être suspendu. Et quand vous faites un accident mortel, vous passez devant la commission. Donc il y a un certain nombre d'infractions qui vous renvoient directement devant la commission de suspension et de retrait des permis. Le temps qui nous a imparti est arrivé à son terme. Très rapidement, en quelques 20 secondes, Monsieur le Directeur Général, pendant l'opération Hypervier, il y a plus de 13 000 véhicules et motos qui ont été interpellés, qui ont été saisis, 8 000 motos, 5 000 véhicules. À ce jour, c'est quoi le point? Et puis, comment ça se fait que ces véhicules-là, c'est grâce à une opération spéciale qu'ils sont interpellés, alors qu'ils ont dû conduire? Comment ils ont pu passer les mailles du filet pendant tous ces mois, toutes ces années? Déjà, après la première semaine, je crois, on était à 13 000 véhicules, c'est-à-dire 5 000 voitures et 8 000 motos. Aujourd'hui, avant que je ne monte sur le plateau, j'ai pris les informations auprès de la Direction générale de la police parce que il faut remercier la Direction générale de la police. C'est elle qui a lancé ce contrôle routier et le ministère des Transports est venu en appui. Aujourd'hui, nous sommes à 5 000 véhicules qui étaient en défaut de visite technique et défaut d'assurance. On a à peu près 10 000 motos qui étaient en défaut d'assurance et défaut de port de CAX. Comment se fait-il que ces véhicules arrivent à circuler durant toute l'année? Jusqu'à ce que... Le contrôle est fait. Durant toute l'année, le contrôle est fait. Si le contrôle n'était pas fait, on se serait peut-être retrouvé à 20 000 véhicules. Donc, pendant qu'on renforce le contrôle en fin d'année, on accentue la présence de nos forces et c'est ce qui donne ces chiffres. Ces chiffres, d'accord, qu'on va saluer donc. Donc, il faut saluer. Merci. Donc, si vous permettez, le message qu'on peut lancer. D'accord, allez-y. Le ministre des Transports a souhaité qu'on puisse demander aux transporteurs, aux conducteurs, nous sommes en période de fête, d'être prudents, de penser à toutes ces familles qui ont été endeuillées par l'imprudence des conducteurs. Vous avez des numéros verts pour qu'on signale les incivilités? Le 1302. 1302. Merci. Monsieur Sako, Oumar Sako, directeur général des transports terrestres et de la circulation. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de venir nous parler. Je rappelle que vous êtes venu nous parler donc des mesures arrêtées par le gouvernement pour réduire les accidents de la route. Grand merci. Bon dimanche. Bon retour chez vous. Et vivement que nous passions cette fin d'année sans accident grave de la circulation. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci de votre grande confiance.